Donc, le docteur Sitaram est médecin associé en cardiologie. Il travaille à l'unité de réadaptation cardiaque et d'insuffisance cardiaque au HUG. Si je suis là, c'est parce que j'ai été sollicité par Save a Life, avec laquelle on travaille pour un projet de formation des personnes qui sont en migration et aussi des patients qui sont en réadaptation cardiaque ainsi que leurs proches à la réanimation cardio-respiratoire. Et certainement aussi parce que je travaille dans une unité de réadaptation cardiovasculaire, donc je vois les personnes que vous pourriez être amenés à sauver ou donner les premiers secours au cours d'un accident cardiaque ou un arrêt cardiaque. Voilà, donc. J'ai pas l'expertise d'être passé par là personnellement, mais je crois qu'on va accueillir des personnes qui sont passées par là. Et puis après, on aura un moment d'interaction sur des questions que vous vous posez et peut-être même des liens avec la santé cardiovasculaire. Bonjour, Bonjour, Madame Moran. ah, si vous me voyez. Alors, on ne vous voit pas encore, mais oui, ça y est. Ça y est, ça y Bonjour, est, Hélène. Alors, bonjour. bonjour. Alors, en fait, Madame Moran est la maman d'Hélène qui est juste à côté. Hélène est first responder dans le réseau Save a Life. Et ce qui l'a vraiment touchée, lui a donné envie d'intégrer les réseaux de first responders, les réseaux de premiers secours, c'est ben, l'infarctus de sa maman en 2018, qui est là, qui se porte bien, mais qui a eu quand Oui. même un sacré changement de vie, d'habitude et aussi des traitements. Et puis, ben, si vous êtes d'accord, Madame Morand, de nous faire part un petit peu de votre vécu, parce que pour nous, ça nous touche énormément. Et puis, c'est pour ça qu'on est là. Alors écoutez, moi ça s'est passé en mai 2018, durant la nuit. Je me suis réveillée avec des brûlures dans tout le corps et une irradiation du dos. Étant donné que j'ai le syndrome de l'impatience des gens de son repos, mais dans tout le corps, je pensais que c'était ça. Donc, j'ai simplement pris un dafalgon. J'avais pas mal de peine à respirer. J'avais comme un os de poulet dans la gorge. Mm. Et malgré cela, je suis allée travailler. Et au travail, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. J'avais de plus en plus de peine à respirer. J'avais l'impression d'étouffer. Donc, je suis partie aux urgences. Et puis, c'est là qu'on m'avait dit que j'avais fait un infarctus. Et on m'a posé des stents en urgence. J'ai eu 2 stents en urgence. Oh. J'ai eu beaucoup de chance dans ma situation. Mm. Et suite à cela, donc j'ai dû faire très attention, le cholestérol, la cigarette, la supprimer, Hmm. attention à ma nourriture, bouger beaucoup plus aussi. Et ça s'est bien passé durant une année. J'ai aussi fait beaucoup de marches. Et en 2019, j'ai dû subir quand même un triple pontage Mm. parce que tout se rebouchait. Mm. Voilà. Pas mal. Mm. Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais maintenant, je vais vraiment bien. Mm. Et donc, j'ai fait la rééducation cardiaque et puis j'ai des bêta-bloquants. Je prends de l'aspirine cardio également. Je prends aussi pour le cholestérol. J'ai Mm. un chien pour me faire marcher obligatoirement depuis peu de temps, mais qui m'aide beaucoup. Mm. Mhm. Et voilà. Mm. Et j'imagine que toutes ces choses-là vous ont énormément secoué. Oui. Quel est votre, que- quel changement au niveau de la perspective de vie, de, euh, est-ce qu'on a l'impression que voilà, on a survécu, quoi. On- Alors, moi, j'ai survécu une première fois en 2018, hein, où on m'a dit que à 15 minutes près, j'aurais pu ne plus être là. Wow. Et j'ai survécu aussi en 2019, où j'ai fait une infection suite à mon opération. Donc, où je suis restée avec un thorax ouvert, ils ont dû réouvrir. Mm. Et j'ai fait 3 mois d'hôpital avec le thorax ouvert. Je suis rentrée à la maison avec un pansement VAC.
Mm. fait, est un pansement avec un espèce de petit aspirateur qui aspire tous les déchets. Et là, j'ai eu beaucoup de chance aussi. C'était très difficile pour moi parce que j'avais mes deux filles qui étaient encore jeunes et qui étaient seules à la maison. Donc, c'était assez stressant. Mm. Mais le séjour à l'hôpital s'est vraiment bien passé avec un personnel très compétent, très rassurant. Et les conséquences, c'est que je vois la vie différemment maintenant. Mes priorités sont plus le ménage, la lessive, le repassage, mais les amis, le soleil, le jardin, et puis profiter, vivre au jour le jour sans penser à ce qui va se passer demain. Oh, wow. Et on voit les choses différemment. Mm. Ouais, ouais. On ne met plus les priorités au même endroit Plus du tout, plus et du on tout. voit beaucoup plus l'essentiel. Il y a Ouais. beaucoup de choses qui n'ont plus d'importance, en fait. C'est des petites futilités. Là, Mm. mes priorités en ce moment, bah, c'est Hélène, c'est tout ce qui nous attend par rapport à elle, c'est être bien. Malheureusement, j'ai perdu mon travail à cause de ma santé, donc j'ai plus le droit de travailler. Mm. Euh, donc j'attends que les choses se mettent en place. Et bah, dans cette attente, je vis comblée par tout ce qui m'entoure, sans me faire de soucis pour la suite. Je crois que c'est très important de garder toujours le moral positif, hein, parce que c'est le début de la guérison, en fait. Mm. Magnifique. Voilà. Et comment vous vivez l'implication du coup de votre fille dans le réseau Save a Life et dans le réseau du canton de Vaud, toutes les formations qu'elle fait? Avec Comment? fierté. Ouais. Moi-même, j'ai été aide-soignante pendant plus de 20 ans, aussi veilleuse, et que Hélène ait je veux dire, ce don pour ce travail, pour moi, c'est formidable. Et ça me fait envie. Ça me fait envie. C'est vrai que quand elle rentre du travail, là, je vais avoir ma petite larme. Mais je suis très Magnifique. émotive. Oui. Quand Hélène rentre du travail, qu'elle me raconte son travail, ça me fait envie. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux first responders qui sont là aujourd'hui et qui se tiennent prêts à tout instant à intervenir en cas d'arrêt cardiaque sur le canton de Genève, qui ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir sauver des vies? Ce que j'aurais envie de leur dire, c'est bah d'abord merci, de continuer ce qu'ils font avec passion et surtout d'être proche des personnes qui sauvent. Mm. Euh, D'être très vigilant dans ce qu'ils disent à la personne, parce que souvent, on peut croire que la personne n'est plus là, qu'elle n'entend pas, alors que l'ouïe est le dernier sens qu'on perd. Mm. Ça, je l'ai vécu aussi, où on pensait qu'on m'entendait, que je les entendais pas, alors que j'entendais tout ce qui se disait autour de moi, sans pouvoir interagir, en fait. Mhm. Et que s'ils ont ce don pour ça, il faut qu'ils continuent, parce qu'il y a rien de plus beau que de sauver des vies. Mhm. Mhm, mhm. Magnifique. Merci beaucoup, Madame Moreau. Avec plaisir. Merci à vous. Alors, on a deux situations un peu différentes, hein. Souvent, les gens confondent infarctus et arrêt cardiaque. Ben, c'est pas exactement pareil, hein. On peut faire des arrêts cardiaques sans avoir fait d'infarctus et avoir des coronaires parfaitement saines, un muscle cardiaque qui va plutôt bien et une santé plutôt générale plutôt bonne. Et évidemment, il peut y avoir aussi des situations où la maladie coronarienne, c'est-à-dire le développement des plaques, va avoir un effet sur le risque de développement, le risque de faire un arrêt cardiaque par un infarctus. D'ailleurs, qui est marqué dans ce petit diaporama, c'est que la plupart des arrêts cardiaques et des morts subites associées aux arrêts cardiaques, elles sont des causes cardiaques. Et dans la colonne, dans ces 80% des causes cardiaques, vous voyez, il y a la maladie coronarienne qui représente plus de la moitié des situations, voire un petit peu plus. Et puis il y a les maladies du muscle, c'est-à-dire au fond des malformations ou des troubles de la fonctionnement ou
ou d'une structure musculaire ou une interaction de ce muscle avec une situation personnelle, physique et psychologique qui va provoquer un peu de friture sur la ligne, comme on dirait, au niveau du câblage électrique. Et ça peut avoir des perturbations importantes au niveau des oreillettes ou au niveau des ventricules, et c'est le plus grave et c'est une des responsables de ces arrêts cardiaques. Vous avez vu aussi que il y a quelques maladies des valves et d'inflammation du muscle. Et en bas, il y a des diapositive qui piquent un peu, et des lignes qui piquent un peu, c'est que ceux qui ont fait un arrêt cardio-respiratoire, et ceux qui ont le plus à risque d'en refaire, sont ceux qui ont déjà fait un arrêt cardio-respiratoire. Voilà, ça c'est un élément important. Ou qui ont déjà fait un infarctus. Ça veut dire que vous, votre place est hyper importante en tant que first responder. C'est-à-dire aussi de se dire qu'autour de vous, c'est hyper important de dire que les gens qui en sont à risque de faire un infarctus ou qui ont fait un infarctus, c'est bien de former les proches. Parce que c'est hyper utile d'avoir un peu un coup d'avance s'il y avait un malaise. Parce que la plupart des situations, s'il devait y avoir des signes d'arrêt cardiaque à l'associer à un infarctus, eh bien, les causes pourraient être vraiment très transitoires et récupérables. Ça, c'est l'élément important. Vous m'arrêtez ainsi, il y a besoin de faire des commentaires sur ce que je suis en train de dire, hein. Voilà, et en particulier, ce que je dirais, c'est que c'est vraiment très fréquent maintenant que les gens survivent. Si vous avez besoin un peu de comprendre ce que c'est qu'une maladie des artères coronaires, je vous ai mis un petit schéma d'une paroi artérielle ou d'un vaisseau coupé dans le sens horizontal, vertical, où on voit une paroi musculaire à l'extérieur, et puis une circulation de globules rouges à l'intérieur. Et de l'autre côté, vous voyez un vaisseau qui est altéré, avec une paroi sur laquelle il y a des plaques de cholestérol qui sont déposées, donc il est un peu rétréci. Et ces parois changées vont avoir un effet, c'est qu'elles vont entrer en interaction avec le débit sanguin et avec les globules rouges. Et en fonction des situations, ces parois peuvent se déchirer au niveau de la plaque et provoquer un caillot. Et ce caillot va provoquer un infarctus en bouchant l'artère qui va empêcher que le muscle en dessous de ce passage, cette artère coronaire qui vient en surface du cœur, eh bien, ce muscle soit oxygéné ou alimenté. Et c'est ce qui donne des douleurs dans la poitrine que vous connaissez. Et puis si ça dure un peu trop longtemps et qu'il y a vraiment une perturbation du fonctionnement du cœur, alors il peut y avoir un arrêt cardiaque. Et ça arrive effectivement, mais très rarement. Ça arrive quand même. Si vous avez envie de regarder plus particulièrement ce qui se dit sur les infarctus et sur les maladies cardiovasculaires, vous aurez des QR codes sur lesquels vous allez pouvoir revenir. Je pense que Laurence va mettre et Annelise aussi à disposition ce diaporama et également le programme de réadaptation cardiaque. Je vais juste montrer que pour la plupart des situations des infarctus, c'est donc ce qui va amener la plupart des situations qui sont promotrices des risques, même s'ils sont mineurs, de faire un arrêt cardiaque, bah, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire et qui peuvent être modifiés. Et là, vous voyez apparaître une espèce de cible que j'ai bricolée, mais c'est lié à la documentation médicale, donc c'est basé sur des preuves. Ça reste un peu approximatif dans l'intensité du risque si on considère que chacun des axes est un axe de risque ou de protection cardiovasculaire. Ça fonctionne de la façon suivante. À l'extérieur du cercle, il y a des étiquettes avec le nom des risques. Par exemple, on va avoir, et les commentaires, les acronymes, c'est-à-dire les morceaux comme AP sont commentés juste à peu près, juste à côté pour vous donner une idée de la normale. AP veut dire activité physique, IMC indice de masse corporelle, TAS tension artérielle systolique, TAD tension artérielle diastolique. Voilà. Périmètre PO, c'est périmètre ombilical ou périmètre abdominal, autour de taille si vous préférez. Tabac, vous savez ce que ça veut dire. HDL et LDL et triglycérides sont des graisses du sang. HDL et LDL sont des variantes du cholestérol sanguin. Donc, vous voyez, cette cible, elle fonctionne de la façon suivante. Quand on a des chiffres, eh ben, on met les chiffres en place et voilà ce que ça donne à peu près. Si on prend par exemple, j'ai mis Romain qui a 47 ans et j'ai pris ses éléments de biologie puis aussi ses mesures corporelles et vous voyez, on dessine une petite courbe qui relie les points en fonction de ses résultats de tension, de son évaluation personnelle du stress, de son indice de masse corporelle, de son activité physique, de son hémoglobine glyquée, son cholestérol et du fait qu'il fume ou pas. Et voyez apparaître un vaisseau rétréci. Si le vaisseau bien ouvert, c'était la zone verte, là, on voit apparaître un vaisseau rétréci. Ça veut dire quoi? C'est que pour Romain, finalement, c'est pas trop mal du côté de la tension. On pourrait essayer d'améliorer un peu le stress. Il y a peut-être des choses qui pourraient changer vraiment, c'est l'activité physique et la consommation de tabac. Et puis, on pourrait aussi peut-être un peu améliorer peut-être le cholestérol et les triglycérides. Vous voyez, on a un peu une idée et le tour de taille. Donc, c'est des choses sur lesquelles on pourrait agir. Parce que si on laisse les choses évoluer comme ça à 47 ans, c'est déjà un peu comme ça. Mais si on laisse évoluer les choses comme ça à 57 ans, qui est l'âge principal de survenue des infarctus chez les hommes et chez les femmes,
eh bien, on va se retrouver avec des artères très évoluées, comme précédemment, c'est-à-dire des artères qui vont être un peu comme ça, sur la paroi de droite, la paroi de droite. Et là, le risque, la probabilité d'avoir une maladie cardiovasculaire augmente, voilà, de manière assez certaine, hein, dans une distribution un peu bête et mathématique, hein. Il y a 10% des gens qui sont soit sans facteur de risque et d'autres avec tous les facteurs de risque qui vont pas faire d'infarctus. Et puis surtout au centre, ceux qui ont banalement un petit peu de ceci, un petit peu de cela, eh bien, ils vont faire un infarctus progressivement en développant des plaques au niveau de leurs artères. Voilà. Et ça, c'est super important parce que les conséquences, ça veut dire en conclusion, c'est que si on sait ça à l'avance, eh ben, on peut éviter quasiment 80% du risque de faire un arrêt cardiaque ou une mort subite ou un infarctus associé à ça. Hein, et ça commence pas maintenant, ça commence 10 à 20 ans en avant. D'où le message de prévention cardiovasculaire. Et vous pourrez, en tant que force répondeur et pour vos proches, faire ces petits schémas avec avec votre médecin, avec vos collègues, pour comprendre finalement où vous en êtes de votre propre santé cardiovasculaire sur ces différents indicateurs, pour mieux savoir comment on peut anticiper et en parler à vos proches également. Alors, j'ai pas mis l'hérédité familiale, l'âge et le sexe, qui sont des choses que l'on peut pas modifier. Le reste, ça, c'est modifiable, hein. Et puis, ça, c'est pour insister sur le fait que c'est 10 à 20 ans d'évolution, que parfois on sent rien du tout, sauf avoir des gros problèmes de santé, comme une hypertension artérielle sévère, ou des problèmes de consommation de tabac associés à des problèmes respiratoires, par exemple, ou d'autres problèmes liés à l'arrêt de l'activité physique. Voilà, par exemple, ou un problème de diabète, où là, on sent des choses, mais la plupart du temps, les choses sont un peu insidieuses, et les gens peuvent découvrir que ça arrive, alors que finalement, les artères n'allaient pas trop mal dans les perceptions qu'ils en avaient. Important donc de faire un bilan de santé cardiovasculaire à partir de 45 ans chez les hommes, à partir de 50 ans et tout de suite pas loin de la ménopause pour les femmes, parce que c'est aussi insidieux chez les hommes et chez les femmes, à tel point qu'il y a des choses qui passent très inaperçues, hein, des sentiments d'épuisement par exemple, permanents, sentiments de mal-être par exemple, ou des douleurs dans la poitrine qui sont un peu des brûlures de temps en temps à l'effort, ou en fin de nuit par exemple, hein, et au milieu du dos pour des efforts qui sont apparemment modérés, le fait de renoncer à des activités physiques parce qu'on pense qu'on va être trop essoufflé. Chez les hommes, des troubles de l'érection du matin en particulier, ou des diminutions d'érection lors des rapports sexuels ou du désir tout simplement. Chez les femmes, des troubles du désir, des troubles gynécologiques en particulier, qui seraient apparentés à ces problèmes de santé sexuelle, mais en particulier de santé vaste des vaisseaux au niveau génital, et aussi peut-être des capacités physiques tout simplement, qui s'altèrent parce que les artères coronaires fonctionnent moins bien. Il vous est marqué qu'il faut plusieurs années, parfois un peu plus, parfois un peu moins en fonction des situations personnelles, mais souvent, il faut environ une dizaine ou une vingtaine d'années pour que les choses évoluent. Voilà. Un petit point sur le fait de détecter les urgences. Alors, je vais le passer sur silence parce que vous êtes tous des first responders, donc vous connaissez ça par cœur. Si jamais ça vous intéresse, j'ai quand même mis des points. Si jamais vous avez besoin, eh ben, vous allez pouvoir regarder, hein, dans vos cours de Save a Life comment se présente un infarctus. Je vous rappelle simplement que les hommes et les femmes viennent à l'hôpital, souvent les femmes trop tard, et voilà, et souvent trop tard et trop âgés, et les hommes un peu plus tôt, et donc un petit peu moins âgés. Ce qui fait qu'elles viennent trop tard et leur mortalité augmente. Elles sont plus âgées, la maladie coronaire est plus évoluée, elles ont retardé pour venir faire des soins. Les hommes viennent plus tôt, plus jeunes, et peut-être ils sont pris en charge plus vite, et ils ont une mortalité moins importante. La mortalité n'est pas liée à un arrêt cardio-respiratoire directement lié à l'infarctus, mais plutôt à l'évolution et la sévérité des complications liées à l'infarctus. Au fond, si c'est un gros ou un petit infarctus, ou s'il y a d'autres facteurs cardiovasculaires ou d'autres problèmes de santé, comme par exemple, je disais, des problèmes respiratoires sévères, lorsqu'il y a eu un tabagisme important, un diabète déséquilibré important ou autre chose, par exemple, hein. Voilà. Et j'ai aussi marqué plus rarement des jeunes de moins de 45 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on s'aperçoit maintenant que le début des risques cardiovasculaires augmente plus tôt dans la vie, hein. L'augmentation de l'obésité, de la sédentarité, le tabagisme, en particulier des femmes, l'utilisation du cannabis et des produits plus tôt dans la vie, la consommation d'alcool aussi, la modification des habitudes alimentaires, le moindre d'activité physique dans les activités professionnelles va avoir l'augmentation de la pression émotionnelle pour les hommes et pour les femmes qui sont souvent en double peine familiale et personnelle et professionnelle, qui fait que ça a un effet aussi sur le développement plus tôt, hein, de la maladie coronaire et probablement chez les jeunes. Donc, je reprends juste sur la partie donc post. Donc, quand vous prenez en charge des gens, il peut y avoir des personnes qui ont fait un infarctus.
Parmi ces personnes qui ont fait un infarctus et pour avoir un arrêt cardio-respiratoire, faire un arrêt cardio-respiratoire, voici les statistiques d'évolution de finalement des séquelles avec ou après un, et puis de survie après une réanimation cardio-respiratoire. Ça veut dire qu'on récupère beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup, beaucoup de monde sans séquelles. Plus on va vite, mieux c'est et plus tôt les choses peuvent arriver. Et on peut récupérer des gens qui font plusieurs arrêts cardio-respiratoires successifs et potentiellement plusieurs infarctus avec des conséquences plus ou moins importantes dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, généralement, on va à l'hôpital, on passe par une séquence hospitalière en urgence, on passe par les soins intermédiaires, il y a une intervention chirurgicale, une intervention médicale la plupart du temps, l'utilisation de médicaments, parfois une pose de stent, parfois simplement une dilatation des artères, parfois une chirurgie thoracique, puis après, il y a, s'il n'y a pas eu de chirurgie thoracique, tout de suite un retour à la maison. Et puis, pour ceux qui ont fait une chirurgie thoracique un peu plus longtemps en stationnaire et ensuite une réadaptation cardiovasculaire pour tout le monde. Les soins médicaux, je ne les ai pas tous détaillés, mais vous avez vu qu'ici, il y a pas mal de choses qui se passent. Dans les soins médicaux, on pense souvent à la coronarographie comme un acte de traitement. C'est aussi parfois un acte de confirmation et de diagnostic. Et puis après, en fonction de ce qu'on va trouver, il va falloir mettre des systèmes pour dilater les artères pour qu'elles ne se rebougent pas tout de suite après les avoir désobstruées. C'est ce qu'on appelle des stents, c'est des petits ressorts. Et ceux qui ne peuvent pas bénéficier de stents parce que les artères sont un peu compliquées à traiter, eh ben, on va leur proposer parfois de faire un pontage aorto-coronarien. Pour expliquer comment ça fonctionne, je vous ai mis deux vidéos que vous pouvez regarder en ligne directement sur le site du HUG et du CHUV qui explique ce que c'est qu'un pontage aorto-coronarien et comment on fait une coronarographie, une angioplastie. Voilà, la réhabilitation cardiaque, voilà de ce dont je vous parlais, c'est-à-dire un élément indispensable pour tout le monde, peut-être même avant un infarctus, c'est très pas mal pour les gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires. Et puis, vous voyez qu'il y a un effet majeur sur la survie des personnes, avec l'amélioration de la qualité de vie en particulier, et puis une augmentation, l'amélioration de la protection cardiovasculaire. Voilà. Après la réadaptation, ben, on fait plein de choses hyper intéressantes, surtout en créative. Je vous ai mis aussi c'est possiblement un moment de renaissance pour certains et puis de redécouverte de ses capacités physiques. Et puis il y aura des transformations familiales, des apprentissages, le développement aussi de nouveaux projets, une nouvelle vie qui commence. Et pour cela, bah, les apprentissages et un soutien sont super importants. Voilà, les gens font faire parfois du marathon. Ils vont peut-être faire Sierzinal, faire le tour du lac avec du vélo, un vélo. Il y en a d'autres qui vont découvrir que finalement, ils aiment faire des activités artistiques et du chant. Et nous, on encourage vraiment à faire des choses qui vont amener des choses positives, qui vont utiliser ce moment cardiovasculaire où le cœur était mis un peu en difficulté pour retrouver une énergie, prendre des décisions, faire des choix et mobiliser sa créativité à travers des choses que l'on fait avec ses proches, mais aussi des investissements sociaux, amicaux, par exemple, First Responder, pourquoi pas, mais aussi faire de la marche à pied ça se réinscrire dans un club d'activité physique ou apprendre à chanter ou apprendre à danser et peut-être même participer aux activités de prévention, de promotion de la santé si ça intéresse. Nous, on a mis en place un programme de maintenance avec un groupe post-réadaptation qui s'appelle Eureka à Genève. Il y en a plein que vous pouvez trouver sur les sites de la Fondation suisse de cardiologie, près de chez vous. Et puis l'idée, c'est que développer plutôt les ressources. Et l'idée que c'est peut-être une bonne nouvelle d'avoir fait un infarctus finalement, ou d'être vivant après un arrêt cardio-respiratoire, parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à faire. Voilà. Et puis il y a les surveillances. Je vous les ai marquées au cas où vous en auriez besoin. Et puis il y a les traitements médicamenteux dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc je vous ai marqué aussi le détail de ce que l'on fait, qu'on pratique après un arrêt cardio-respiratoire ou après un infarctus en particulier. Voilà, avec une conclusion sur l'art de vivre, parce que tout ceci a eu l'importance pour maintenir sa santé cardiovasculaire. Tout ça, ça a été prouvé par les études médicales et que ceci, ce n'est pas limité sur les différents points qui sont proposés. Voilà. Et je vous ai marqué quelques sources documentaires autour de l'infarctus et des arrêts cardiaques, des mots particuliers et aussi des témoignages si vous avez besoin. Et voilà des jeux qui sont amusants autour de l'idée du lexique qu'on utilise en cardiologie qui est pas toujours très amusant. On a moins l'impression que finalement on pourrait envisager sa santé comme un point de vue d'ingénieur sur le pilotage de la santé. Ça vaut la peine de faire des bilans, ça vaut la peine de répéter les bilans, ça vaut la peine de dire que les bilans sont utiles parce que même s'il y avait un problème, au moins on aurait pu limiter en amont les conséquences déjà, même si on ne peut pas toujours éviter les infarctus et donc toujours éviter les arrêts cardio-respiratoires. On peut en limiter d'une part la portée et les conséquences. Donc c'est super important de passer ce message et que ça,
ça ne veut pas dire que tout est évitable, mais la plupart des situations sont évitables. Donc ça vaut la peine de s'entraîner à mieux comprendre et à apprendre. Toi, une question ici, mise à part la mise de repos, peut-on faire autre chose en cas d'infarctus? En cas d'infarctus pendant la période de réanimation cardio-respiratoire, j'imagine, hein? C'est ça la question. Laurent, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour. Je voulais pas vous embêter à vous couper pendant que vous parliez. Non, c'est pendant qu'on est à côté de la victime et qu'on soupçonne du coup qu'elle fait un infarctus, donc avec tous les signes qu'on peut avoir qui sont différents chez la femme et puis chez l'homme. À part la mise au repos, on peut faire quoi d'autre? C'est appeler à l'aide et on attend que les secours viennent, mais nous on ne peut rien faire, c'est le principe. Sur le plan médical, je dirais que la première chose, c'est effectivement d'assurer que les voies respiratoires sont libres et que la personne peut être dans une situation la plus tranquille. Donc, on va essayer de mettre de calme et faire du calme autour. Effectivement, le 144, c'est la meilleure des choses à faire. Il n'y a pas de médicament à donner particulier, il n'y a pas de position particulière à ajuster, sauf si effectivement il y a un peu des doutes et des sensations de malaise, on pourrait la mettre en position latérale de sécurité. Ce serait vraiment intéressant de faire ça. Pour le reste, je dirais qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire d'autre. Peut-être demander à la famille de récupérer les médicaments, les choses autour. Si vous avez des choses qui sont connues, par exemple, ça peut aider les gens du 144. Mais l'essentiel, c'est de sécuriser, de rassurer la personne, de mettre en place la chaîne du 144 pour que ça arrive tout de suite. À Genève, c'est 960 secondes chrono, hein, si vous appelez le 144, hein. Donc ça va très vite, hein, pour l'arrivée et l'intervention. Et puis, donc, mettre en sécurité la personne Ouais, au cas où il y aura un malaise après. ok, merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Très bien. Écoutez, je crois que nous arrivons au bout de ce webinaire. Je remercie à chacun pour votre participation, pour vos témoignages comme vos questions. Merci au docteur Sitaram. C'était un honneur de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je reste à disposition si par mail vous avez des questions à poser, et éventuellement une orientation s'il y avait des questions, hein. Passez par Laurence pour ça et puis peut-être on verra comment on organise la redistribution. Euh, je vous donne rendez-vous donc le 14 juin à la marche des First Responders et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci.